Bonjour, c'est Mac Lesguy. On peut tous contribuer par nos gestes quotidiens à préserver notre planète. Dans En voiture vers le futur, une série de podcasts imaginée par Volvo Cars France, je vous propose de découvrir comment rendre nos moyens de déplacement moins polluants et donc plus respectueux de l'environnement. En voiture vers le futur. Après avoir vu dans les épisodes précédents que les transports en général et les voitures en particulier polluaient, nous allons tenter de répondre à la question comment polluer moins quand on se déplace en voiture. Scarlett, est-ce que tu as une idée ? On peut faire du covoiturage, emmener un ami dans sa destination et nous continuer à la mienne si elle est plus loin. Oui. Et après, on revient à la destination de notre ami, on le ramène chez lui et nous, on rentre chez nous. Très bien. Et quand on roule tout simplement en voiture, comment moins polluer ? Je sais pas. Et oui, on n'y pense pas assez, tu vas voir, on va reprendre tout ça en détail. Dans les épisodes précédents, nous avons vu qu'en roulant, toutes les voitures polluaient plus ou moins. Les voitures à essence ou au diesel plutôt plus, les hybrides et les voitures électriques plutôt moins, on va récapituler. Une voiture électrique émet un peu moins de 4 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Pour une voiture à essence ou diesel, on est entre 130 et 150 grammes. Et ces dernières représentent plus de 90% des voitures en France. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur celle-ci, pour voir comment on peut très simplement faire en sorte qu'elle pollue le moins possible quand on se déplace. Ce qu'il faut bien comprendre tout d'abord, c'est qu'avec ces voitures thermiques, la pollution, c'est-à-dire le CO2, les autres gaz, les particules, est proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus. Pourquoi ? Parce que cette pollution est liée au carburant que l'on a brûlé pour se déplacer. Scarlett, nous sommes d'accord ? Oui, mais alors, plus on consomme de carburant, plus on pollue. Exactement. Et je dirais même, pour être plus précis, plus on consomme de carburant par passager transporté, plus on pollue. J'en ai déjà parlé, tu en as déjà parlé, mais cela vaut le coup d'y revenir. Partager sa voiture lors d'un déplacement, c'est le premier réflexe à avoir pour faire baisser l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de CO2 de son véhicule. Pourtant, plus on est nombreux dans une voiture, plus elle est lourde et plus elle consomme. C'est juste, mais faisons un petit calcul. Une voiture pèse, mettons, 1,2 tonne. Avec un passager, à l'arrondi près, 1,3 tonne. Avec 4 passagers, 1,5 tonne. Donc le poids augmente de 15%. On est d'accord ? Oui, Mettons que notre consommation de carburant augmente à proportion, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Par exemple, là où pour un trajet, on aura besoin de 10 litres d'essence avec juste le conducteur, on aura besoin de 11 litres et demi, soit 15% de plus, avec les 4 passagers. Tu me suis toujours ? oui. Bien, comme il y a 4 passagers dans la voiture, il faut maintenant diviser cette consommation par 4. On obtient pour chaque passager 2,8 litres de carburant, à comparer aux 10 litres nécessaires pour le déplacement du conducteur seul dans sa voiture. L'économie de carburant, et donc de CO2, est énorme. Tu noteras d'ailleurs qu'une voiture bien remplie devient aussi vertueuse et même parfois plus qu'un transport en commun thermique comme le bus ou l'autocar. Alors bien sûr, il ne faut pas remplir sa voiture de passagers pour le plaisir. Il faut la partager avec des personnes qui ont besoin de faire le même trajet, pour aller au travail, pour amener des enfants à l'école, pour se déplacer d'une ville à l'autre. En quelque sorte, la voiture partagée devient un mini-transport en commun. Par exemple, quand moi je vais à la danse, j'amène une amie et elle me ramène chez moi. Exactement, et c'est très bien. Tu l'as cité, c'est ce qu'on appelle le covoiturage. Et il a fait un bond en avant spectaculaire ces dernières années, grâce à des applications mobiles. En France, plus de 10 millions de personnes ont recours au covoiturage grâce à ces applications, et je suis sûr que ce nombre va croître au cours des prochaines années. C'est aujourd'hui un moyen très important de réduire la pollution créée par nos déplacements en voiture. Mais même entre un point A et un point B, seul, sans passager dans sa voiture, il y a des moyens très simples de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Ah bon ? Lesquels ? Rappelle-toi, Scarlett, que ces émissions sont liées à notre consommation de carburant. Or, sur un trajet précis, celles-ci vont varier en fonction de notre manière de conduire. Moi qui suis vieux, je vais te raconter une petite histoire qui date des années 70. À cette époque, le pétrole ne coûtait rien. Les voitures, on y reviendra, avaient des moteurs très gourmands en carburant, on roulait à toute vitesse, à 60 km/h dans les villes, et sans aucune limite de vitesse sur les autoroutes. Ah, j'oubliais. Pas de ceinture de sécurité obligatoire.
Résultat, des accidents par milliers, on atteint un pic de 18 000 morts en 1972. Waouh, mais c'est beaucoup. Il fallait donc réduire le nombre d'accidents et faire des économies de carburant. Les autorités ont donc pris 3 types de mesures. D'abord, elles ont imposé la ceinture de sécurité obligatoire. D'ailleurs, sais-tu qui a inventé la ceinture de sécurité 3 points qui existe aujourd'hui sur l'ensemble de nos voitures ? Non. Eh bien, c'est Volvo Car qui a inventé cette ceinture de sécurité 3 points en 1959. Et il a ouvert le brevet à tous les constructeurs auto, c'est-à-dire que tout le monde a pu l'utiliser sur toutes les voitures, pas que sur les voitures Volvo. Ensuite, deuxième type de mesure, toujours dans les années 70, on a baissé les vitesses maximales en ville, sur les routes, et on les a créées sur autoroute. Cette baisse avait 2 objectifs. Le premier, donc, c'était de diminuer le nombre d'accidents, car c'est prouvé, moins on va vite, moins il y a d'accidents et moins ces accidents sont graves. Mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, moins on va vite sur un trajet donné, plus on économise de carburant. À l'époque, limiter notre consommation de carburant pour baisser nos importations de pétrole était une nécessité économique. Aujourd'hui, on l'a vu, cela nous permet aussi de moins polluer. Et je finis l'histoire avec les dernières mesures. On a aussi demandé aux constructeurs d'inventer des voitures moins gourmandes en essence et protégeant mieux le conducteur en cas d'accident. Et ça donnait quoi tout ça ? Eh bien, 50 ans plus tard, voilà le résultat de toutes ces mesures et de ces innovations. Alors que le trafic a beaucoup augmenté, le nombre de victimes de la route a été divisé par 6 par rapport aux années 70. Pas mal. Et pour le sujet qui nous intéresse, la consommation de carburant au kilomètre a été quasiment divisée par 2 du fait des progrès des voitures et de la diminution des vitesses autorisées. Aujourd'hui encore, nous pouvons faire des progrès en matière de vitesse. Rien ne nous oblige à rouler toujours à la vitesse maximale autorisée. Chaque fois que l'on roule 10 km/h moins vite, par exemple 120 km/h au lieu de 130 km/h, on économise 1 litre de carburant aux 100 km. Et 1 litre d'essence en moins, c'est 2,4 kg de CO2 émis en moins dans l'atmosphère, ce n'est pas rien. Donc, il suffit juste de ralentir pour rendre ces déplacements moins polluants ? Non, ce n'est pas tout, Scarlett. En changeant son mode de conduite, on peut économiser du carburant de bien des façons. C'est ce qu'on appelle l'éco-conduite. On l'apprend aujourd'hui quand on passe le permis de conduire, mais moi par exemple, on ne me l'a jamais enseigné. Je m'y suis formé moi-même en me renseignant sur le sujet. On fait un petit cours de rattrapage pour tes parents ? Et puis comme ça me servira pour mon futur permis de conduire. Exactement. Alors ce mode de conduite plus vertueux pour l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'éco-conduite. Déjà, pour tous les petits trajets, moins de 2 km, on essaie de les faire à pied ou à vélo. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, je n'y reviens pas. Ensuite, on regarde nos applications d'aide à la conduite pour éviter les bouchons. Car dans un bouchon, on fait du surplace, on consomme beaucoup de carburant pour peu de kilomètres et donc on pollue beaucoup. Si on voit que tout est bouché, on décale son heure de départ. En plus, c'est pas cool les bouchons. Non. Alors, quelques conseils pour tes parents. On adopte une conduite souple qui évite autant que possible démarrage et accélération brutale ou arrêt inutile, car ces accélérations consomment beaucoup d'énergie. Et pour cela, on garde bien ces distances de sécurité. Sur route ou autoroute, on a recours autant que possible au contrôleur de vitesse qui permet de maintenir toujours la même vitesse. Sur une voiture manuelle, on gère sa boîte de vitesse de manière à faire tourner le moteur à un régime peu élevé, aux alentours de 2000 tours minute, l'optimum pour économiser le carburant. Concrètement, on monte le plus vite possible jusqu'à la 5e vitesse. On anticipe les ralentissements et on utilise le plus possible le frein moteur pour le freinage. Dis donc, ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup, mais c'est très efficace. Je fais souvent le test pour aller au travail. Je t'avoue que si je ne fais pas attention, je dépasse facilement les 10 litres au 100 km pour mon trajet domicile-travail. Alors voilà mon truc. Je demande à l'ordinateur de bord de ma voiture d'afficher ma consommation moyenne. Et je me fixe comme défi de la réduire le plus possible. Selon les conditions de circulation, je peux descendre alors, sur le même trajet, à 7 voire à 6 litres au 100. C'est très variable selon les conducteurs et les types de trajets, mais l'éco-conduite permet de réduire sa consommation et donc ses émissions de 15 à 30% par kilomètre parcouru. Mais c'est énorme! C'est énorme, et pour cela rappelle à tes parents qu'ils peuvent et doivent s'appuyer sur les nouveaux outils d'aide à la conduite. Le stop and start qui coupe le moteur à l'arrêt, l'ordinateur de bord qui affiche la consommation du véhicule, les applications de guidage pour éviter les bouchons, etc. Il faut bien entretenir sa voiture et son moteur, avoir des pneus bien gonflés pour consommer le moins de carburant possible, et puis il y a un dernier point dont il faut parler. Ah bon? Lequel? Dans un épisode précédent, j'avais expliqué que la voiture émettait des gaz à effet de serre, aussi bien lors de sa fabrication
que lors de son usage. Il est temps d'y revenir. Prenons une berline moyenne à essence que l'on va faire rouler 100 000 km. Pour sa fabrication, comptons 6 tonnes de CO2 émises. À l'issue de ces années d'utilisation, elle aura émis en roulant 18 tonnes de CO2. Bilan total ? 18 plus 6, 24 tonnes. Exactement, soit 240 grammes par kilomètre parcouru. Mettons maintenant qu'on l'utilise sur 300 000 km. Elle va émettre 3 fois plus de CO2 en roulant, soit 18 multiplié par 3, 54 tonnes sur ces 300 000 km. Bilan total avec la fabrication, 6 plus 54, soit 60 tonnes. tout juste, soit 200 grammes par kilomètre parcouru. Conclusion ? Plus on se sert d'une voiture longtemps, plus ses émissions de CO2 baissent par kilomètre parcouru. Et oui, dans le premier cas de figure, on était à 240 grammes de CO2 tout compris par kilomètre. Dans le second cas de figure, on est seulement à 200 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Conclusion. S'il est nécessaire et même utile de changer de voiture parce qu'elle s'use, et aussi parce que les voitures dernière génération sont moins polluantes que les anciennes, en changer trop souvent n'aide pas à réduire les émissions de CO2. Il ne faut pas en changer tous les 6 mois, mais pas tous les 6 ans non plus. Voilà, enfin, tout dépend du kilométrage que l'on fait avec, bien entendu. Et en plus, avec l'éco-conduite, on les use moins. Donc tu vois qu'avec sa voiture, on peut, en ayant de nouvelles habitudes, réduire de manière très importante nos émissions de gaz à effet de serre au kilomètre et donc notre pollution. Et tu me disais que nos voitures aussi avaient changé pour être moins polluantes. Mais si tu veux bien, nous parlerons de tout cela dans un prochain épisode de En voiture vers le futur. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En voiture vers le futur, imaginé par Volvo Cars France. À très vite pour d'autres questions et de nouvelles réponses. À bientôt!